Eh bien, bonsoir, bienvenue dans l'auditorium Germaine-Tillon du MUSEM. Merci d'être là. C'est un peu plus émouvant que d'habitude parce que vous êtes ce soir extrêmement nombreux, pas seulement dans cet espace, mais aussi dans l'espace du forum et dans le hall d'entrée du MUSEM. Et donc, c'est vraiment l'ensemble du public que je salue à travers la retransmission. Un petit mot pour rappeler l'origine de ce projet. Voilà, qui trouve son point de départ dans un film assez extraordinaire réalisé par Edgar Morin et Jean Rouch en 1960, Chronique d'un été. En 1960, Jean Rouch et Edgar Morin ont posé la question à la France du début des Trente Glorieuses, cette question du bonheur, qui s'accompagnait aussi d'une autre question peut-être encore plus importante de comment vivez-vous ? Alors nous avons estimé important, presque nécessaire ici au MUSEM, de reposer cette question à la fois du bonheur, êtes-vous heureux ? Et comment vivez-vous ? Comment vivons-nous ici en début d'année 2015 ? Pour ce faire, c'est tout un cycle qui s'est mis sur pied en collaboration avec l'Institut d'études politiques d'Aix-Marseille. Voilà, 20 étudiants se sont lancés dans cette aventure de travailler sur l'œuvre de nos invités, de poser la question. Et pour ce faire, ils ont été accompagnés par leur professeur, maître de conférence Roxana Nadim, que je salue, et également par Agnès Fréchel, qui est directrice de rédaction du magazine Zibline. Je la remercie aussi pour son accompagnement. Merci Agnès. Alors, on a commencé il y a 3 semaines, ça paraît déjà long, mais c'est un très très grand bonheur d'avoir parmi nous Edgar Morin. Et puis nous avons continué au fil des rencontres. Je rappelle que nous avons accueilli Gilles Clément, le paysagiste, Roland Gory, le psychanalyste, Pierre Giannetti, qui est chef-coq ici à Marseille. Et nous avons également eu le plaisir d'avoir parmi nous hier Patrick Bouchin, qui est architecte, avant d'accueillir enfin ce soir, pour clôturer le cycle, Pierre Rabhi, que je remercie vraiment de tout mon cœur. Et au nom du MUSEM, je vous remercie Pierre d'avoir accepté cette invitation, d'avoir accepté aussi de vous prêter à cette conversation avec les étudiants ici présents de l'IEP. Alors nous avons donc pour la conversation ce soir avec Pierre Rabhi, Clara Lalanne, Cécile Gauthier, Béatrice Desdieux, Eva Baronnet et Thibaut Alchus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je voudrais juste vous donner une petite indication sur la fin de la soirée. Il n'y a pas de signature. Pierre Rabhi a eu la gentillesse de se prêter à la signature cet après-midi en librairie. Il reprend la route dès après la conférence, donc je vous demanderai simplement de respecter ce moment de fin. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous passe la parole. Bonsoir à tous. Je vais commencer aussi, moi, avec une petite introduction. Voilà, donc c'est autour d'une discussion avec un invité remarquable, Pierre Rabhi, qui est à ma droite, paysan, philosophe, écrivain. Et nous allons donc tous ensemble continuer à réfléchir et clôturer cette session de conférence sur le bonheur. Donc Pierre Rabhi, vous avez un parcours singulier, on ne vous présente plus, mais pour ceux qui n'ont pas le bonheur de vous connaître, nous pouvons évoquer votre parcours. Votre vie est faite, on pourrait dire, d'ombre et de lumière, de moments de plénitude partagés autour d'un thé en Algérie dans votre enfance pour, vous le dites, défier la dureté du soleil et l'âpreté de la vie, de traumatismes violents aussi, votre séparation avec votre famille algérienne, votre adoption par une famille chrétienne d'Oran. Ce n'est malheureusement pas à Paris que vous trouverez le bonheur. Vous y rencontrez la solitude au milieu d'un monde que vous ne comprenez pas, dans une société dépoétisée, dénaturée. Votre retour à la terre dans les Cévennes avec Michel est en quelque sorte une façon de sublimer cette noirceur en œuvrant à la douceur. Vos doutes, et surtout ceux des autres, l'apprentissage du métier de celui qui travaille la terre, ne sont évidemment pas de tout repos, mais de ces difficultés naîtront finalement beauté et source de bonheur quotidien. Vous êtes aujourd'hui unanimement considéré comme l'un des pionniers de l'agroécologie. Vous êtes à la fois intellectuel qui veille au grain, l'homme qui s'engage depuis plus de 40 années contre la famine, les incohérences d'un modèle, d'une idéologie frénétique et aliénante, maladive presque pour l'homme moderne. Vous travaillez donc au bonheur, celui honnête et modeste du colibri, le bonheur par la bienveillance d'autrui.
Donc ce soir, la soirée se déroulera en deux grandes thématiques, celle voilà, du bonheur, celle de la conception. Non, vous inquiétez pas, je connais un petit peu mon texte quand même. Celle de votre conception personnelle du bonheur. Et ensuite, on partira plus généralement sur votre projet politique, toujours sous l'œil du bonheur, évidemment. On ne le quittera pas. Voilà, je laisse la parole à Béatrice qui va commencer. Alors voilà, pour commencer, la première question et entrer dans la thématique du bonheur tout doucement. On se demandait en fait quels étaient vos petits plaisirs du quotidien en Ardèche. Les plaisirs en Ardèche. Alors bien Les sûr. petits plaisirs de tous les jours en Ardèche, ouais. Je travaille beaucoup, mais le temps sur lequel je ne transige pas, c'est par exemple mon jardin. J'ai dit mon jardin, c'est non négociable. Parce que je suis pris dans une mouvance, si vous voulez, qui me fait rentrer dans une espèce de frénésie, puisque je suis bien obligé de suivre la cadence du monde d'aujourd'hui. Et la cadence du monde d'aujourd'hui, vous savez bien que c'est extrêmement frénétique. C'est-à-dire qu'on a une perception du temps qui est de plus en plus accélérée. Et au lieu de remettre en question cette frénésie qui n'est absolument pas normale, disons, en termes d'humain. En termes d'humain, nous n'arrêtons pas de nous instrumentaliser pour supporter la frénésie au lieu de la remettre en question. Donc heureusement, quand je vais dans mon jardin, si vous voulez, nécessite de la patience, me reconnecte au rythme et aux cadences de la vie. Vous pouvez toujours engueuler votre plant de tomate, il ne vous donnera pas avant que ça soit mûr. Si vous ne pouvez pas semer et récolter le lendemain, donc vous êtes obligé de tenir compte aussi des saisons. Ça vous reconnecte en quelque sorte à la réalité, qui est une réalité évidemment éternelle et puis qui est dès l'origine cette réalité-là. Et c'est grâce à ça que j'arrive à tenir le coup. La deuxième chose, j'ai la télévision. Et à la télévision, je ne cherche pas les documentaires, etc., parce que ça remet en question encore tous les questionnements sur tout. Alors je regarde Colombo. Voilà. Et je suis très heureux de regarder Colombo. Et les trucs les plus vraiment basiques, même mes enfants, quelquefois, sont atterrés de me voir regarder des choses, parce que je cherche rien d'autre que de me distraire, de sortir du sérieux et de la rigueur du monde actuel, d'autant plus que la télévision nous transmet aussi toutes les horreurs du monde tel qu'il est. Voilà, ces deux choses. Et puis quand même une troisième sur laquelle je ne transige pas non plus, quand je peux, c'est le marché. Pourquoi le marché ? Parce que c'est là que nous retrouvons cette convivialité, cette humanité. Je pousse pas un caddie, quoi. Je suis là pour rencontrer des gens, voir des braves gens essayer de vivre leurs produits, de vendre leurs produits, de survivre. Et là, je trouve ça très humain, quoi. Je trouve ça nous met dans la dimension humaine, quoi. Très bien. Du coup, après, je me permets encore une fois de rappeler que ce cycle de conférences tourne autour du film de Jean Rouch et Edgar Morin, c'est-à-dire Chronique d'un été, qui a été réalisé en 1960. Et je vais vous proposer tout d'abord, c'est pas Colombo, mais de vous montrer un petit extrait vidéo de ce film-là. Et si on vous demandait d'aller dans la rue et de poser à des inconnus la question « Êtes-vous heureux ?» Vous iriez ? Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Je me dis, qu'est-ce que ça peut vous foutre? S'il vous plaît, êtes-vous heureux?
pas, on ne veut pas me faire de mal. Madame, s'il vous plaît. Pourtant, je fatigue déjà beaucoup, alors là... Est-ce que vous êtes heureux, monsieur? Oh, ne parlez pas de ça. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux? Toujours, oui. C'est vrai? Mais oui. Oh oui, ben, ça va. Je pense que vous êtes heureuse. Heureuse, je suis heureuse en ménage, oui. Non, madame. Je vous en prie. Ça se voit. Ça se voit pas, c'est la figure. Si vous avez un visage très clair. Alors, je suis heureuse. Heureuse de vivre, malgré que j'ai 60 ans. Oui, et que je fais 20 km tous les jours pour venir travailler à Paris. Je suis contente d'avoir la santé et un mari gentil. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend sur quoi. Vous savez, question d'argent, non, on n'est jamais heureux quand on est ouvrier. Et des fois, j'ai bien des misères. Vous êtes quand même pas malheureux. J'ai perdu ma soeur. 44 ans. Ma chère. Je suis bien embêté, réellement. Maintenant, je ne cherche pas à comprendre. Et êtes-vous mal... Bon, quoi qu'il en soit, on a pu voir que du coup ce film tourne autour de la thématique du bonheur. Bonheur, certes, mais bonheur en 1960. Pour pouvoir mettre en parallèle du coup ce film avec ce cycle de conférences sur le bonheur et quel bonheur, on a trouvé intéressant de réitérer l'expérience des micro-trottoirs. Donc on est descendu dans la rue et on est allé nous aussi à des inconnus ou non poser la question du bonheur. Et je vous laisse du coup regarder ces 3 minutes de vidéo. Là, pour le coup, ça marche. Est-ce que vous êtes heureux, Bernard? Oui, à 100% heureux. Oui. Oui, je suis très heureux, oui. Oui, je suis heureux. Oui. Oui. Non. En ce moment, oui. Oui, je suis heureux. Ouais, Et ça toi? va pas trop mal en ce moment. Ouais. Entre guillemets, c'est comme pas le bonheur. Ouais. Oui. Très bonne question. On est heureux. Il faut être heureux, donc on est heureux. D'accord. Et on lutte quand on a des pertes de bonheur. Tu es heureuse aujourd'hui? Oui. Oui. La réponse est oui. Oui. C'est pas aussi évident, peut-être, pour moi. Non, pas trop. Non. Moi, ça va. Oui, ça va. Voilà, ouais. De plus en plus souvent. Ouais. Ouais. Ça va. La recherche de... À la recherche. Je pense que tu entends par heureuse. Alors, est-ce que tu saurais un peu nous dire pourquoi? Je suis heureux parce que j'ai des idées claires sur ce que je veux faire, sur ce que je veux être. Parce que la vie est belle, il fait beau. J'ai mon petit appartement, j'ai mon chat, j'ai mes études, mon travail. J'ai pas de problème en particulier. Je suis pas spécialement heureux, mais je suis pas malheureux, donc je me dis qu'un jour où je serai plus malheureux, je me rendrai compte que là, j'étais vraiment heureux. Parce que tout ne va pas comme on voudrait que ça aille. Moi, je suis le plus heureux du monde. Qu'on me laisse en paix, qu'on me laisse tranquille. J'ai la santé, après le reste. Comment tu définirais le bonheur? Le bonheur. Le bonheur, c'est sans doute être à sa juste place dans ce monde. Essayer d'être content le matin quand je me réveille, c'est voir mes potes. Ne pas regarder le mal. Savoir apprécier les bons petits moments que la vie elle nous offre. C'est chercher toujours un peu à s'oublier et aller toujours vers les autres. Pouvoir voir mes enfants grandir. Et avoir beaucoup d'amis autour de soi. La paix pour tout le monde. Avoir fondé une famille, avoir des enfants et vivre simplement. Bon. Qu'on soit tous en bonne santé et qu'on mange tous. Je crois que je me pose pas la question souvent en fait. Tu te poses pas la question, ouais. Mais je pense que c'est quand on est heureux qu'on se pose pas la question. Disons qu'à 20 ans, le bonheur, c'est différent que quand on en a 70. On se rend compte du bonheur quand on est plus forcément heureux. On peut décider de l'être en fait, d'être heureux. Si vous pouviez faire quelque chose pour améliorer, pour que les gens puissent atteindre le bonheur plus facilement, qu'est-ce que vous pourriez faire par exemple? Un miracle. Un miracle? Voilà, donc dans ces micro-trottoirs, on a pu voir différentes conceptions du bonheur exposées par les gens qu'on a rencontrés dans la rue.
Et donc on aurait déjà bien aimé savoir ce que ça vous avait inspiré. Et ensuite, moi, ce qui m'a vraiment frappée quand on a rencontré du coup ces personnes dans la rue, c'est qu'ils avaient tendance, en fait, quand on leur demandait s'ils étaient heureux, tous répondre sans hésitation, en fait, que oui, ils étaient bien heureux. Et ensuite, quand on leur demandait pourquoi ils étaient heureux et quelle était leur conception du bonheur, tout de suite, ça devenait beaucoup plus compliqué de répondre. Donc, la question qu'on s'est posée, en fait, est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui, il y aurait en fait une obligation sociale à être heureux au final? Obligation sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un décret qui va dire que soyez heureux. Le bonheur est extrêmement diversifié parce qu'il est prédéterminé par la culture des gens, par la notion qu'ont les gens du bien et du mal, par la notion qu'ont les gens, par exemple, sur ce qui peut être l'esthétique, c'est ce que peut être la société. Il se trouve que, bon, c'est un sujet très intéressant, mais c'est un sujet pour moi assez plein d'embûches, en quelque sorte. Parce que il se trouve que ma propre destinée s'est construite sur... non pas sur un consensus sur ce qu'on entend par le bonheur, mais sur, au contraire, la diversité. Je suis né dans une société traditionnelle musulmane et j'ai été élevé dans une société chrétienne et moderne. Et il est certain qu'on était témoin, j'étais témoin très jeune de des contradictions des deux cultures, ne serait-ce que par ce qui est fondamental. Hein. L'islam, par exemple, l'islam proclame, le credo de l'islam, c'est de dire que Dieu n'a pas été créé, n'a pas engendré, et donc il est complètement anhistorique, c'est-à-dire qu'il est en dehors de toute histoire. Et c'est de son bon vouloir qu'il a créé les humains, la terre, etc. Et donc transcendant. Et de l'autre côté, quand je suis allé dans le monde chrétien, on me dit au contraire, Dieu a eu un fils qui s'appelle Jésus-Christ, et par conséquent, déjà, il y a déjà un malentendu entre les deux. Et dans les choses les plus ordinaires, dans l'islam, on me disait, surtout ne touche pas au porc et ne touche pas au vin. Et puis quand je passais dans l'autre... ma mère qui était bourguignonne, elle était capable de siffler 100 litres de vin sans sourciller. Et puis on me servait du saucisson, du jambon, ce qui était une abomination pour la culture précédente, etc. Donc, vous voyez, même dans les drames, mettons, dans les drames de guerre, la conclusion d'une guerre, il y a des vaincus et des vainqueurs. Alors, bien sûr, du côté des vainqueurs, ils sont contents. Du côté des vaincus, ils ne le sont pas. Donc le bonheur est dans un camp plutôt que dans l'autre. Dans l'ensemble des cultures, il n'y a pas une unité en quelque sorte sur la conception de la vie. Et du fait qu'il y a une multitude de conceptions de la vie, eh bien, ce qui est le bien pour les uns n'est pas le bien pour les autres. Et donc, ça complique en quelque sorte la question du bonheur. Voilà. Par contre, on peut avoir un dénominateur commun, c'est-à-dire que si on n'a pas à manger, si on n'est pas vêtu, si on n'est pas abrité, si on n'est pas soigné, etc. C'est le cas aujourd'hui de populations importantes des pays dits en développement. Eh bien, comment voulez-vous avoir du bonheur quand on n'a même pas rien à donner à manger à ses enfants et qu'on est dans la détresse, si vous voulez. Sauf que dans le cas d'aujourd'hui, dans cette parité qu'il y a et disparité qu'il y a entre le Nord et le Sud, on a évidemment d'un côté la grande prospérité, de l'autre côté la grande pauvreté, voire la grande misère. Eh bien, on arrive finalement à croire que dans les pays prospères, il y a le bonheur. Sauf qu'on constate que dans les pays prospères, ce sont les plus grands consommateurs d'anxiolytiques. C'est-à-dire qu'on a recours à des artifices pour avoir l'air d'être heureux. Voilà. Donc, ce qui veut dire que plus on essaye d'avancer dans cette analyse, et plus on se demande, mais finalement, le bonheur se pose toujours en termes de questions.
Et comme il est multiple dans ses expressions, selon les cultures, selon les valeurs qu'ont les gens, ça devient quelque chose où il n'y a pas vraiment un consensus. Et donc, existe-t-il aujourd'hui un bonheur qui soit incontestable pour l'ensemble de l'humanité? Voilà, c'est là le problème. Et donc, à partir de là, on est obligé d'essayer de creuser davantage pour savoir vraiment le bonheur, c'est quoi. C'est que la question est toujours redondante. La réponse qu'on donne à ces questions sont multiples, mais il n'y a pas de consensus de l'ensemble de l'humanité sur ce qu'on entend par le bonheur. Voilà. Et c'est pour cela que je ne sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, c'est pour ça que je pense que ça reste quelque chose à retrouver. Par contre, je parlerai tout à l'heure d'autre chose qui est d'un tout ordre, c'est la joie. La joie est d'une autre nature. Alors oui, à propos des deux vidéos qu'on vient de voir aussi, donc il y a un certain aspect qu'on peut voir. Les personnes décrivent un bonheur très simple, aussi des plaisirs très simples. Par exemple, la jeune fille dans notre vidéo qui dit moi je suis contente de m'occuper de mon chat, de mon appartement. Donc voilà, ma question, est-ce que ces bonheurs simples, est-ce que vous pourriez faire un rapprochement avec votre conception de la sobriété heureuse? Est-ce que ça s'en rapproche? Oui, disons que quand je travaille évidemment, je suis impliqué dans des actions nord-sud. Donc je vis dans des situations extrêmement diverses. Et je peux vous assurer que quand je séjournais dans la brousse africaine complètement reculée, il y avait une propension à prendre des tambours, à danser, à chanter, etc. Et donc il y avait dans cette simplicité d'existence quelque chose qui semblait être favorable au bonheur, parce qu'il y a le contentement. Le problème de nos sociétés, c'est qu'il n'y a pas de contentement, jamais. Et c'est pour ça que je remets en question, et je m'en excuse, la croissance économique, parce que la croissance économique, ça signifie il y a toujours des degrés à franchir pour arriver, etc. Et ça devient finalement le grand leitmotiv de la politique en disant nous allons arriver au bonheur, finalement, à l'équité, au bonheur par la croissance économique indéfinie. Seulement, cette croissance économique, elle devient indéfinie. Et si vous ne mettez aucune limite à rien, à quel moment allez-vous atteindre le bonheur, puisque chaque fois, on le relève et on le rend encore plus difficile à atteindre. C'est ce que fait la publicité qui vous dit mais mes pauvres, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, comment voulez-vous être heureux? Et du coup, ce qu'on est en train de constater, c'est qu'en fait, le bonheur ne relève pas, n'a pas de lien direct avec la matière, sauf quand on manque de l'essentiel. Bien sûr, si on manque de l'essentiel, comment être heureux si on n'a pas l'essentiel? Et hors de cela, je pense qu'il y a des individus qui se contentent de peu et qui sont vite dans le bonheur. Il y a des individus qui sont dans une frustration permanente, et Dieu sait que la publicité sait le faire. Qu'est-ce que vous dit la publicité? Mais vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas. Alors qu'en fait, vous avez. Et pourquoi chez nous, il y a une expression qui est très intéressante, on dit « Alhamdoulilah ». Je ne vous demande pas de prononcer, c'est pas... Mais ça veut dire, quand on rencontre quelqu'un, on lui dit « Tout va bien ?» Il dit « Alhamdoulilah ». Voilà, je suis satisfait, tout va bien. Aujourd'hui, voilà, mais dans un registre simple, ce n'est pas un registre compliqué. Donc, je prétends que la société moderne est anti-bonheur, puisqu'elle n'arrête pas de hausser le niveau de satisfaction, toujours en manipulant un être humain qui est installé dans une frustration permanente. Il est constamment dans une frustration permanente. J'ai cela, mais je n'ai pas cela. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Et donc, de ce fait, le seuil de satisfaction est toujours repoussé plus haut, donc on ne peut jamais l'atteindre. Voilà. Et c'est pour ça que, pour moi, la sobriété, quand j'ai écrit La sobriété heureuse, c'était de dire il faut quand même, à un certain moment, aboutir à dire comment sortir de l'aliénation qui est anti-bonheur, c'est-à-dire, en fait, accablé par
par cette société de la consommation, cette société de la production, où l'individu est ravalé simplement à une espèce d'écureuil qui fait tourner une machine dans laquelle il faut tout le temps grandir, prospérer, etc. L'injonction permanente, disons, des politiques et sur l'ensemble de la planète, disant que c'est par la croissance qu'on arrive au bonheur, et donc on se rend finalement le bonheur impossible. Voilà. Vous connaissez ce monsieur qui vivait dans un tonneau, c'était Diogène. Alors il y a une légende qui dit que Diogène était dans son tonneau, et puis l'empereur Alexandre le Grand, le grand empereur Alexandre le Grand, arrive dans son pays, il entend parler de ce phénomène, on lui dit, tu sais, il y a un type là-bas, il vit dans un tonneau, voilà, il demande rien d'autre, il vit dans un tonneau. Et alors Alexandre le Grand, avec toute sa toute-puissance, veut quand même voir cet homme-là. Et donc on l'escorte pour voir l'homme. Diogène ne bouge pas d'un poil, on lui dit, mais c'est l'empereur. C'est l'empereur, voilà, c'est tout. Et alors l'empereur se penche sur Diogène et lui disait, que puis-je faire pour toi, mon brave? Et Diogène lui dit, mais je te demande rien, enlève-toi de mon soleil, c'est tout. Voilà. Il y a une autre anecdote, une autre histoire. Enfin, quand je la récite, quand je la dis, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas de l'entreprise, qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas, etc. C'est un pêcheur qui vient de finir sa pêche, il laisse sécher ses filets. Et puis il est là, tranquille, il fait sa sieste, il se repose. Passe un homme, évidemment sérieux, qui regarde la barque, regarde le pêcheur et dit, monsieur, cette barque là-bas, c'est la vôtre? Il dit, oui. Ah, mais elle est petite. Il pourrait y en avoir une plus grande. Il dit, et après? Après, vous allez pêcher beaucoup plus de poissons, vous allez pouvoir acheter un bateau plus grand, et après, vous allez pouvoir embaucher des gens et pêcher encore plus, voilà, etc. Et après? Après, vous vous reposerez. C'est ce que je suis en train de faire. C'est tout. Bon, je ne vous demande pas de suivre ce conseil, bien entendu. Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas de dynamique sociale et d'activité, mais je veux dire, à partir du moment où nous sommes dans un bonheur que nous relions intrinsèquement à l'avoir, si nous relions le bonheur à l'avoir, on risque d'être déçu, parce qu'il est d'une nature qui est tout à fait spéciale. Et c'est pour ça que je fais la distinction entre le bonheur et la joie. La joie, parce que la joie, on peut acquérir probablement un certain bonheur à travers les actes terrestres. C'est ce que nous avons fait en termes de témoignage. C'est-à-dire que nous étions à Paris, etc., nous vivions salariés, et puis on a décidé d'un retour à la terre. Et ce retour à la terre était... beaucoup sont au courant de ce retour à la terre qui a eu lieu dans les années 60, tout début des années 60, 61, 62. C'était évidemment quand je me suis trouvé à voir comment fonctionnait notre système d'existence et l'organisation de notre système, et que je voyais qu'il y avait des astreintes, si vous voulez, horaires de venir travailler, etc. J'ai presque senti que nous étions quelque part incarcérés, quoi. C'était une forme d'incarcération, et qu'il fallait acquérir des choses pour essayer d'atteindre un certain bonheur. Avec une société nouvelle qui proclame que le bonheur peut arriver aussi par la matière, par le travail, par l'argent, par tout ça. Et puis la même société qui proclame en quelque sorte que la modernité est facteur de bonheur. C'est-à-dire que la modernité peut garantir un certain bonheur. Puis évidemment, sur un nombre très important de questions, elle amène. Il ne faut pas tout rejeter. De même, je ne suis pas non plus contre l'acquisition, contre l'initiative, contre l'entreprise. Je ne suis absolument pas contre tout ça. Sauf qu'à un certain moment, il y avait
comme une ambiance un petit peu d'aliénation de l'individu. L'individu devait beaucoup donner de son temps et pourquoi? Pour acquérir évidemment ce fameux bonheur. J'ai travaillé à la banque, ça vous surprend peut-être, mais enfin j'ai travaillé à la banque. Tous mes chiffres étaient faux, toute la faute. J'ai travaillé à la Société Générale, j'avais agence d'Oran. Et pourquoi je me suis retrouvé à la banque? Parce que le directeur d'agence de la banque était plus catholique tumeur. Et que moi, je m'étais converti au catholicisme. Donc, comme j'étais le seul spécimen à Oran, algérien probablement, j'étais devenu un spécimen précieux, vous voyez, le seul catholique des environs, etc. Donc, j'ai été embauché à la banque. Et puis, le directeur me dit, il faut passer par tous les services et après, on vous confiera, vous allez être plutôt dans la relation avec les gens, vous êtes sympa, vous allez pouvoir, etc. Et puis, je passe par tous les services, bien entendu, pour avoir une vision à peu près générale de comment fonctionne la banque. Donc, je suis mis là, et puis... Une des choses qui m'avait frappé, c'est qu'à la banque, il était obligatoire de venir bien saper pour recevoir les clients, évidemment. Et il y avait un ornement, alors je m'excuse pour ceux qui l'ont, parce que vous m'avez demandé de parler, je parle. Bon, et elle-même est à la question, et j'ai intérêt à répondre. Donc, voilà. Et donc, alors, il y a un ornement qui m'a choqué très vite, c'est la cravate. Cette strangulation matinale, là, ça évoquait la pendaison et la laisse. Et du coup, la notion d'asservissement, c'est-à-dire d'asservissement, symboliquement, ça se jouait dans le subliminal, ça ne se jouait pas dans la réalité, disons, tangible, celle qu'on pouvait analyser. Et à partir de là, il y a eu toute cette prétention de la modernité à être garante du bonheur. Petit à petit, cette prétention, je l'ai vue se déliter. Il n'est pas vrai que finalement la modernité garantit le bonheur, puisqu'on trouve des sociétés très simples et qui sont plus heureuses que les sociétés dites évoluées. Et la modernité passait sur le système, c'est-à-dire prendre l'individu et le mettre dans un rouage général, avec des proclamations qui sont des proclamations qui me paraissaient vraiment aliénantes, et en particulier celle de la modernité. Vous allez voir ce que vous allez voir, elle va libérer l'être humain. Ça, c'était une grande proclamation. Vous êtes plus jeune, mais nous, on entendait ça. C'était la redondance de la modernité. Vous allez voir, ça va libérer l'être humain. Et moi, comme j'avais fréquenté les philosophes, que j'avais constaté que les philosophes ne s'entendaient pas non plus, qui ne donnaient pas de réponse, et que je suis allé à Socrate, tout ce que je sais, ce que je ne sais pas. Donc ça a aiguisé l'observation sur quelle est la condition humaine. Et cette condition humaine par rapport au postulat de la société. Et la fameuse libération, elle passait au contraire par des incarcérations. À tort ou à raison, on n'est pas obligé de l'accepter. C'est que de la maternelle à l'université, on est enfermé. Les jeunes, vous appelez ça le bahut, je crois, plus ou moins, non? Voilà. Tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Quand vous allez vous amuser, vous allez bien en boîte. Et comment vous y allez? Dans vos caisses. Et vous avez la boîte où on met les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Si c'est un programme libérateur, donc facteur de bonheur, je sais que j'ai rien compris. Voilà. Et donc, quand j'ai proposé la sobriété heureuse, c'était de dire, en réduisant en quelque sorte l'investissement d'énergie, de matière, etc., pour produire 30 à 40% de déchets, c'est quand même stupide. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense que le temps d'aujourd'hui devrait réviser les choses de façon à concilier la nécessité la nécessité absolue qu'il faut assurer pour tout le monde, et en même temps
laisser ce temps de respiration, laisser ce temps que moi j'appellerais le bonheur. Voilà. Alors, justement, vous parlez de temps de respiration et j'aimerais revenir un petit peu sur votre conception, votre concept de sobriété heureuse, puisque quand Edgar Morin est venu pour la première conférence, il avait en fait une référence explicite à vous et à votre conception en disant qu'il était totalement d'accord avec cette conception et qu'elle pouvait amener au bonheur. Mais il a émis pourtant un bémol en disant qu'il fallait allier à ces moments de sobriété, je cite, des moments d'ivresse où l'on s'éclate. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? Des moments d'ivresse où l'on s'éclate. Oui. Où l'on s'éclate. S'éclate. C'est le mot d'Edgar Morin. Le terme s'éclater, non. Il y a des terroristes qui savent faire. Hein. S'éclater. S'éclater, bon, c'est un terme. Enfin, je pense que est-ce que le bonheur, c'est une espèce d'effervescence comme ça, spectaculaire dans la gestuelle de sauter, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se passer en nous dans la paix la plus, la sérénité la plus totale. Voilà. Bon, s'éclater, bon. Moi, je dirais qu'il est dommage d'avoir des moments de contrainte d'une vie difficile, d'une vie où il n'y a pas justement ce bonheur et cette joie, et puis de prendre les temps pour compenser en compensatoire du déficit de bonheur. Moi, je pense que le bonheur devrait être inclus dans la vie elle-même. Il y a des gens, moi j'ai fait 36 métiers, quand on a fait notre retour à la terre, ben, je travaillais de mes mains, etc. Et j'avais un bonheur dans la vie elle-même, dans le courant de la vie. Il n'y avait pas d'un côté une vie plus ou moins triste, plus ou moins austère, et de l'autre côté aller chercher du bonheur. Je pense que ce qui est intéressant, et ça c'est un trait de la société, il y a des gens qui ont des métiers qui sont générateurs de bonheur. Et il y a des gens qui ont des métiers qui sont simplement des métiers contraints parce qu'il faut bien vivre. Et ce que je reproche à la société, c'est qu'elle ne puisse pas permettre à tout un chacun de répondre à ses besoins vitaux dans le bonheur, avec bonheur, plutôt que d'être dans une condition sans bonheur et ensuite d'aller chercher des compensations par un bonheur qui peut être factice. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que ça ne peut pas se faire si on ne révise pas l'ensemble de notre système d'existence. Nous sommes dans un système d'existence où le temps a été modifié, c'est-à-dire le temps qui était le temps ancestral avec ses cycles, etc., a été suractivé. Suractivé, ce qui fait que la personne humaine aujourd'hui est prise dans une frénésie. Et au lieu de limiter la frénésie, on fabrique des outils pour pouvoir supporter la frénésie alors qu'il faudrait la remettre en question. Le problème aujourd'hui, c'est que les outils que nous créons finissent par repousser en quelque sorte la grande question qui est: sommes-nous dans une cadence juste, génératrice de bonheur, ou sommes-nous dans une frénésie, une suractivité, et que cette suractivité qui produit du stress, donc du non-bonheur. Voilà. Et c'est un peu la grande question qui a trait au comment est-ce que nous avons organisé l'ensemble du vivre ensemble sur la nécessité et sur le souci que le bonheur soit permanent dans ce que nous faisons, dans la satisfaction d'être, ou est-ce que c'est autre chose? D'ailleurs, vous savez que la civilisation industrielle, enfin le paradigme industriel a quand même mobilisé beaucoup d'êtres humains. Vous voyez, quand vous voyez le film de Charlie Chaplin, les gestes que l'on fait, etc., où la personne humaine a été prise finalement comme un rouage d'une énorme mécanique dans lequel l'être humain lui-même fait les gestes qui sont des gestes sans intérêt, absolument sans intérêt, et puis qui est petit à petit aliéné à être obligé d'accepter un mode d'existence sans bonheur,
parce qu'il faut bien manger, parce qu'il faut bien se nourrir. Et bien là, on est dans quelque chose qui n'est pas juste par rapport à notre existence dans cette réalité-là. Et pour rebondir sur votre métaphore, l'incarcération, le bahut, les boîtes, moi j'aimerais vous faire reparler d'un autre de concept. Vous dites que la plus grande mutilation qu'on a faite à l'homme, c'est de l'avoir privé de son insécurité. De son insécurité. Oui. Vous dites, vous, que l'insécurité est source de créativité et de bonheur. Alors j'aimerais vous faire reparler de ce paradoxe-là. J'ai dit ça parce que je pense que l'être humain a besoin d'avoir son champ de créativité et son champ d'aventure. Il a besoin d'une aventure. Et l'aventure, évidemment, si on est garanti de tout, aujourd'hui on s'assure sur tout, surtout pas de risque, aucun risque. Voilà, on s'assure sur ceci, sur cela. Donc ça, en quelque sorte, on se met dans une situation de garantie absolue que rien ne m'arrivera, que je serai protégé, etc. Et je pense que c'est un peu contradictoire avec la notion d'aventure avec ses aléas. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas l'aléa comme étant facteur de bonheur quelque part. Parce que quand on a une situation difficile et qu'on surmonte cette situation difficile par ses propres imaginaires, par son propre approche, je crois qu'on a notre espace où les petits triomphes sur des problèmes, chaque petit triomphe sur un problème qui est posé est facteur de bonheur. Mais si on est assuré sur tout, garanti sur tout, rien ne peut nous arriver, et on est assuré totalement d'être dans la sécurité absolue et totale, moi je pense que c'est contraire à cette nécessité qu'a l'être humain d'une forme de créativité. Moi c'est un peu comme ça que j'ai interprété 68 par exemple. Des jeunes en 68 qui avaient vos âges parlaient, protestaient contre la société de consommation. C'est-à-dire que quand on recherchait profondément, nous sommes trop en sécurité, on nous a fait un monde aseptisé dans lequel nous sommes. Alors chacun peut interpréter à sa façon 68, mais moi, c'est l'interprétation que j'ai eue, un excès de sécurité qui produit une sorte de protestation parce que je n'ai plus l'espace de mon aventure et l'espace de mes risques. Et je pense qu'une vie qui est totalement sans risque, à mon avis, elle ne peut pas être heureuse, je crois. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je... Donc, nous avons besoin de risques. Et chaque fois que nous surmontons, il y a un risque que nous arrivons à surmonter, chaque fois, ces petits triomphes sont facteurs de bonheur. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Mais si tout est garanti, tout est absolu, etc. D'ailleurs, il y a eu des tests faits comme ça sur des personnes qui sont garanties sur tout, il ne leur arrivera jamais rien, etc. Et qui, en fait, finissent par désespérer parce qu'en fait, cette garantie absolue n'est pas facteur de bonheur. Voilà. On a besoin d'aventure, on a besoin de risques, on a besoin de surmonter les difficultés, on a besoin de tout ça. Et donc, sauf qu'évidemment, il y a un facteur qui est très difficile à assumer pour l'être humain, c'est qu'il sait qu'il est mortel. Et ça, c'est pas un bon scoop du tout. Et à partir de là, savoir que nous sommes tous provisoires et que nous sommes dans un état provisoire, que nous ne sommes pas dans un état définitif, à mon avis, c'est la source la plus forte de l'angoisse. Alors, il y a l'angoisse, et donc à ce moment-là, il y a la recherche de la sécurité, la quête de la sécurité. Et la quête de la sécurité, elle peut disons, concerner un monde métaphysique, c'est-à-dire, voilà, je vais mourir, mais je vais renaître, mais je vais ressusciter, mais je vais ceci, cela, c'est-à-dire comment se rassurer par rapport à ce verdict qui est très difficile à assumer, nous mourrons. Voilà. Et puis, ça peut être dans le monde matériel, comment sécurité, gagner de plus en plus d'argent, faire des choses, etc. Est-ce que ce n'est pas animé par cette quête de la sécurité qui finalement est le facteur le plus anti-bonheur? Et pourquoi et qui est provocateur évidemment de situations tellement diverses. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la planète est divisée et pourquoi est-ce qu'elle est anti-bonheur, complètement anti-bonheur?
les nations, on circonscrit les nations, parce que c'est un nouveau tribalisme, si vous voulez, tribalisme national, qui est le tribalisme naturel de l'être humain, mais transposé à une réalité qui est une réalité politique, géopolitique. Ce qui fait que ce tribalisme aboutit, par exemple, à la nation. La nation est circonscrite dans la frontière, chaque pays est chez lui, ce qui provoque une fragmentation terrible. Et donc à ce moment-là, ça justifie parfaitement le fait qu'un territoire doit être défendu. Et à partir du moment où on part sur le principe de défendre le territoire, vous savez ce que ça donne? Ça donne les armements. Ça donne, et donc on rentre de nouveau dans la destruction de tout bonheur possible, au contraire par la convivialité fraternelle et humaine, et générale. Ça serait beaucoup mieux que de voir l'autre comme un ennemi. Et ça commence aussi dans le monde scolaire, c'est-à-dire moi je suis très, comment dire, dans une forme de désapprobation de l'éducation compétitive. L'éducation compétitive où dès tout petit l'enfant est habitué, il faut dominer, il faut être le meilleur, il faut être le premier, il faut être c'est de l'anti-bonheur parce que ça génère l'angoisse de l'échec au lieu d'exalter la joie de réussir. Et à partir de là, je pense que tous ces éléments-là sont antinomiques avec un bonheur qui serait évidemment la fraternisation, la solidarité. Il y a aussi un énorme problème qui est banalisé aujourd'hui, c'est la subordination universelle du féminin, de la femme à travers le féminin. Et donc à partir de là, je dirais que le bonheur, on passe notre temps à nous rendre la vie impossible. Voilà. Et en nous rendant la vie impossible, effectivement, nous nous condamnons à n'être jamais dans un bonheur accompli et qu'on pourrait dire épanoui et définitif. Voilà. Alors peut-être que je délire tout seul, mais enfin, je ne sais pas trop si c'est... Ça va? Ça va aussi. Voilà, très bien. On passe notre temps à nous rendre des choses impossibles et vous avez quand même réussi à... Pardon. J'en perds mes notes. En fait, j'aimerais vous interroger parce que rêver est possible, mais passer à l'action paraît plus difficile. Alors, comment être utopiste aujourd'hui? Comment être? Utopiste. Vous vous revendiquez utopiste? L'utopie, heureusement qu'il y a de l'utopie, parce que c'est l'utopie qui fait évoluer l'histoire. C'est pas les gens, disons, dociles, qui restent bien dans le cadre strict des choses, qui acceptent tout dogme, tout précepte, tout credo, et qui restent bien sages dans le système. L'utopiste, c'est celui qui, finalement, transgresse. C'est-à-dire qu'il se dit, mais autre chose est possible, on peut faire les choses autrement. On lui dit, mais non, tu es un utopiste. Moi, quand on me dit tu es un utopiste, c'est un compliment. C'est parce qu'il ne faut pas confondre utopie et chimère. Voilà. Alors on peut tomber dans la chimère. Mais l'utopie, c'est... il y a une multitude disons, de définitions de l'utopie. Le non-lieu, vous savez, mais je dirais ce qui n'a pas été tenté. Et ce qui fait que dans une communauté bien disciplinée, bien... qui acceptent le système, des gens qui disent « moi, je peux voir autrement, je vois les choses autrement ». Et on rentre dans une créativité qui est finalement libératrice et qui finit par faire évoluer en quelque sorte l'histoire par la transgression. Si on n'est pas dans la transgression, évidemment, là, il ne faut pas que la transgression tombe dans la violence. Mais ça, c'est complètement à prohiber. Mais la transgression, tout le monde dit voilà la norme. Et moi, je dis qu'il y a possibilité de sortir de la norme pour autre chose, parce que je le sens moi-même. Voilà, c'est ça ce que j'appelle, moi, l'utopie. Quand nous-mêmes, pour ne pas... Je suis bien obligé de témoigner, quand nous avons décidé, par exemple, en 1960, de retourner à la Terre, c'était pour nous, c'était considéré comme une utopie. Seulement, il y avait la confusion entre utopie et chimère. On disait, mais vous êtes fous, vous allez retourner à la Terre, mais vous allez voir, c'est très difficile, vous n'allez jamais vous en sortir, c'est très compliqué, etc., etc. Et quand nous sommes arrivés en Ardèche,
les gens nous disaient « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici ?» puisque tout le monde s'en va. Voilà. Alors on était vraiment dans une espèce d'ambiguïté entre attention, si vous allez là-bas, vous retournez à la terre, vous allez crever de faim, et entre vous aviez un métier, vous aviez tout, vous avez tout lâché, mais vous êtes complètement fou. Voilà, c'était ça. Et ben, c'est grâce à l'utopie, c'est-à-dire cette projection, cette redondance d'un désir fort qui, malgré les contradictions, malgré le fait du contexte qui ne lui est pas favorable, quelque chose en nous dit c'est ça ce qu'il faut faire, c'est le chemin. Alors autour de nous, on conteste, on analyse, on dit que c'est faux, mais ça vous prend en vous, et à ce moment-là, ça devient comme une certitude profonde qui vous pousse à transgresser envers et contre tout. Le tout, c'est de ne pas faire de mal, évidemment, ne pas causer de préjudice. Et je crois, nous, dans notre petite histoire, je crois que sans utopie, on n'aurait rien fait. Voilà, c'est ce que je voulais exprimer. Alors, on parle d'utopie et beaucoup de gens disent aussi que l'agroécologie en est une. Et donc, vos initiatives prouvent bien le contraire. Il y a une de vos expériences qui m'a particulièrement touchée et animée, c'est celle qui, au Burkina Faso, le centre Gorom Gorom. Est-ce que vous pourriez nous la faire partager ? Oui, volontiers, parce que là aussi, c'était... Vous savez, l'agroécologie, c'est aussi une utopie. Une utopie, évidemment, pour ceux qui ont déterminé la norme. Quand on a déterminé une norme, on dit c'est celle-là la norme. Et si on ne fait pas comme ça, on est hors norme. Voilà. Il se trouve que quand nous avons réalisé nous-mêmes notre propre utopie, de nous installer dans une ferme, et en plus au début il y avait une ambiguïté, dans le sens où quand nous avons voulu faire ce retour à la terre, évidemment on n'avait pas de moyens, aucun moyen. Je veux dire, on n'a pas aucun argent, rien du tout. C'était lancer une bouteille à la mer, savoir est-ce qu'il y a quelque part un lieu à la campagne où on pourrait, vers lequel on pourrait aller pour construire notre utopie, justement. Et il se trouve que la réponse nous est venue d'un médecin qui était un médecin de campagne qui vivait en Cévennes. Il n'était pas originaire des Cévennes. Et lui était médecin de campagne. Il avait servi d'ailleurs plus ou moins de modèle à Soubéran, journal d'un médecin de campagne. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et lui, il a été très encourageant en disant vous revenez. Donc, quand on est revenu à la campagne, il y avait... évidemment, j'en reviens pas sur l'idée qu'on était complètement fou pour la part des gens, mais il fallait, on n'avait pas d'argent, et c'est là, il y avait une espèce de naïveté à dire on va aller emprunter à la banque, et la banque va nous donner des sous, et on va pouvoir acheter une ferme. Voilà. C'était vraiment tellement naïf que ça a été vite rectifié. Et quand on est allé à la banque, ils me disent, mais est-ce que vous savez travailler la terre ? Je lui dis, non. Et vous voulez emprunter de l'argent en ne sachant pas travailler la terre ? Oui. Et non, on ne peut pas vous prêter. Donc, allez travailler la terre, et puis travailler la terre, ça a été s'initier en devenant ouvrier agricole. Et j'ai donc fait 3 ans d'ouvrier agricole. C'est là que j'ai pris conscience, disons, de la façon dont l'agriculture produit et détruit dans le système moderne, avec force, pesticides, etc. Et puis, il y avait à l'époque beaucoup de fermes disponibles, enfin de fermes qui étaient disponibles, et on n'avait que le choix. Mais quand on est venu avec notre choix, la ferme de notre cœur, le lieu de notre cœur, il se trouve que c'était un lieu isolé, sur une espèce de plateau, sans eau, sans électricité, très peu d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone, le chemin à peine praticable et la terre rocailleuse. Alors quand j'ai présenté mon dossier au Crédit Agricole, la réponse a été « on ne peut pas vous prêter parce qu'on ne veut pas vous aider à vous suicider. Vous allez vous suicider. » Alors c'est là qu'on revient à l'utopie. On revient, disons, à cette utopie, on revient...
Et puis finalement, un sénateur nous prend sous son aile, intervient au Crédit Agricole, et dit, pour une fois qu'il y a des jeunes qui veulent retourner à la terre, ne les découragez pas. Voilà. Et on a obtenu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand nous avons trouvé ce lieu, le critère de beauté a pris le dessus. Quand vous avez un lieu où vous pouvez voir 17 clochers, que vous avez le silence, que vous avez l'air pur, j'espère, que vous avez, etc. Mais ça compensait en quelque sorte tous les déficits de type matériel, manque d'insuffisance d'eau et tout ce que j'ai cité. Si vous allez voir l'agence du Crédit Agricole et un agent du Crédit Agricole, vous le prenez dans un coin, vous lui dites nous voulons acheter ce lieu parce qu'il est beau, il ne va quand même pas être tout à fait satisfait des critères. Et ben, c'est ce qui s'est passé en fait. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ne pas renoncer à cette part d'enchantement que la nature nous donne. On n'était pas venu à la nature seulement pour faire de l'agriculture bio, d'autant plus qu'on peut manger bio et exploiter son prochain, c'est pas un problème. Je veux dire, le problème, c'était une revendication forte sur un droit à la beauté. C'est un peu ce que je trouve comme déficitaire dans l'écologie politique, c'est-à-dire que j'ai des amis, je leur dis mais parlez de beauté, parlez de mystère de la vie, vous allez toucher les gens par le cœur, pas seulement par la tête et la science. Voilà, j'ai perdu un peu la question. Je m'excuse. C'était votre expérience au Burkina Faso avec le centre Oui. Mais c'était bon, très intéressant. Parce que ce petit truc n'est pas inutile, parce qu'on a finalement fait une expérience d'agriculture écologique. Comment, là aussi, envers et contre tout. Tout le monde nous disait, vous n'arriverez jamais, il faut de l'agriculture, il faut être sérieux, c'est de l'agriculture chimique, etc. On fait une agriculture différente. Elle a consisté à quoi le résultat? Ça a été qu'avec l'agriculture écologique, on coopère avec la vie, et non pas, on n'est pas contre la vie, mais on coopère avec la vie. Et cette coopération avec la vie fait qu'on est connecté à cette force exceptionnelle qui est dès l'origine, qui existe dès l'origine. C'est le problème aujourd'hui, c'est que les humains ne coopèrent plus avec les énergies de la vie, et s'ils ne coopèrent plus avec les énergies de la vie, ils se mettent en fait en exclusion. Alors, les résultats très tangibles, ça a été, effectivement, on prend un sol difficile, rocailleux, sec, et avec les méthodes que nous mettons en place, dites biologiques, c'est-à-dire fertilisation organique, travail du sol allégé sans destruction, un mode d'irrigation particulier, et tous les critères, disons, techniques qui rentrent dans comment donner à un sol toute sa vitalité. Nous avons, au bout de certains temps, pris des sols médiocres et nous leur avons donné de la vitalité. Donc, au bout d'un moment, je me dis, cette expérience est-elle transposable ailleurs? Est-ce que je peux l'offrir quelque part? Et ça a été le Burkina Faso. Donc, je suis allé au Burkina Faso en faisant partie d'une association AFDI, et je vais là-bas, et qu'est-ce que je trouve? Je trouve le paysan burkinabé confronté à une situation écologique très difficile, de sols qui sont très difficiles. Voilà. Et avec il y avait de leur responsabilité dans la désertification. Vous savez, cette bande sahélienne qui est de plus en plus envahie par le sable et la forêt tropicale qui recule de plus en plus, avec une responsabilité humaine très forte dans ce domaine, parce que les habitants et les autochtones ont trop de troupeaux, donc des décapes, un surplus de bétail tellement énorme que ça décape tous les jours. Deuxièmement, comme il y avait une concentration urbaine très importante, il faut du combustible, donc déforestation accélérée, du peu de bois qu'il y a autour, on coupe. Quand il s'agit de défricher, on utilise le feu, et donc on est dans un processus où les autochtones eux-mêmes participent
à la désertification de leur propre milieu. Sans compter les effets, évidemment, qui peuvent être des effets induits par des actions erronées ailleurs. Mais le fait était là. Et qu'ils étaient en plus engagés dans un schéma qui était un schéma qui en fait, les détruisait parce qu'on leur disait il faut que vous produisiez maintenant pour exporter et non pas seulement pour vous nourrir, mais pour exporter. Donc dans le lieu où on était, c'était essentiellement les arachides, le coton, et le coton est très exigeant, et on les avait endoctrinés à utiliser des engrais chimiques. Il y avait tout un tas de ce qu'on appelle des vulgarisateurs qui parcouraient la brousse pour faire la promotion des engrais chimiques. Ils faisaient d'ailleurs des démonstrations en disant voilà, là où on a mis de l'engrais, là où on n'a pas mis de l'engrais. Effectivement, quand vous mettez de l'engrais, il y a un effet de dopage, et donc ça pousse. Ça pousse mieux que l'autre. Sauf qu'on ne se rend pas compte que ça dégrade le sol et que finalement, c'est que momentané. Du coup, le paysan dit moi, je ne peux pas payer ces engrais parce que je n'ai pas d'argent. Dit qu'à cela ne tienne. Il y avait un contrat avec le paysan. Tu produis, tu amènes à la coopérative, on vend le produit et on te remet ce qui te revient, déduction faite des engrais, des pesticides qu'on t'a avancés. Et comme on sait que, je ne sais pas si c'est le même ratio aujourd'hui, il faut à peu près 2,5 tonnes à 3 tonnes de pétrole pour faire une tonne d'engrais. Vous imaginez bien que le paysan est connecté immédiatement à ce qu'on pourrait appeler la mondialisation. Et il est perdant dans cette mondialisation. Pendant ce temps-là, il s'appauvrit de plus en plus. Les villes grossissent parce que les gens en échec dans la brousse, ils vont aller en ville, ils pensent que c'est là-bas qu'ils vont s'en sortir. Les villes se mettent à grossir et vous avez provoqué un déséquilibre social presque irréversible, terrible. La deuxième chose, c'est qu'au niveau des sols, quand vous avez des sols qui sont où il y a trop de bétail, qu'on prélève trop de bois, qu'on brûle, etc., ces sols se dénudent complètement. Donc, étant dénudés, il y a le rayonnement solaire qui, en fait, au lieu que le sol absorbe, parce qu'il y a de la végétation, absorbe de la chaleur, il la réfracte, il la rejette comme dans l'atmosphère. L'atmosphère se réchauffe et vous n'avez plus de condensation. C'est-à-dire, vous savez, le fameux couvercle de la marmite qu'on nous montrait. Donc le couvercle atmosphérique étant réchauffé, les pluies se raréfient. Et quand les pluies reviennent, c'est par le fait même des contrastes et des équilibres, elles sont très violentes, tombent très violemment. Et quand elles tombent violemment, elles emportent la terre, c'est-à-dire que vous avez un phénomène d'érosion où la pluie s'en va en emmenant la terre. Voilà. Donc il fallait remédier à tout ça. Et l'agroécologie s'est trouvée tout à fait la bonne réponse parce qu'on reboise, parce qu'on lutte contre l'érosion, parce qu'on traite les sols avec de la matière organique et non pas avec des engrais chimiques. Et tout d'un coup, les paysans se disent, mais on arrive à mieux produire sans rien dépenser et en même temps on régénère, on constate que le sol d'année en année, il est meilleur, il est mieux productif, etc. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé engagé dans ce système. À côté de cela, il y a eu une circonstance, c'est qu'il y a une association qui s'appelait le Point Mulhouse, et cette association était une association qui disposait d'avions, d'avions à des prix défiant toute concurrence, et tout le monde allait là-bas, les Africains, etc. Et ils avaient créé au nord du pays un lieu d'accueil de ces populations, et ça tournait un peu à club méditerranéen, des choses comme ça. Ils m'ont demandé mon avis, qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai proposé que à ce lieu soit associée une structure de formation des paysans. Et on a créé donc le centre de formation à l'agroécologie de Gorom Gorom. Pour accéder à Gorom Gorom, il fallait à peu près
9 heures pour faire 350 km. Et puis, il y a un petit avion que les Africains avaient appelé Air Peut-être. Voilà. Avec ça, vous êtes bien gâtés. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'on a mis en évidence la réponse à ce qui est confirmé de plus en plus aujourd'hui, puisqu'on parle d'agroécologie. Eh bien, ce qui est confirmé, c'est que l'agroécologie est la bonne réponse. Je suis peut-être trop long dans mes réponses. Non, je crois que c'est très intéressant, c'est pas grave. Bon. On voulait quand même vous poser une dernière question, parce qu'après, je crois qu'on est à court de temps. Est-ce que vous voulez boire un peu d'eau, parce que vous parlez... Ça va. Non, ça va bon. Alors... Le pays des dromadaires. C'est vrai. Il faut que je sois à la hauteur. Oui. À la hauteur du... On voulait peut-être dériver un peu plus sur vos projets politiques, plutôt pour la dernière question. Voilà, dernièrement, en 2002 et en 2012, vous êtes engagé dans les campagnes présidentielles. Et est-ce que vous pensez que donc se situer sur ce plan politique, c'est un moyen de faire prendre conscience aux hommes de leur inconscience, comme vous le dites? Voilà. Est-ce que c'est sur ce mode-là? Est-ce que vous comptez recommencer? Est-ce que ça va être une position récurrente? Alors 2002, en termes de témoignages, arrivent les élections présidentielles. On approche des élections présidentielles et des gens me mettent la pression pour dire il faut que tu te présentes aux élections présidentielles. Moi, j'étais à des années-lumière de penser à me présenter aux élections présidentielles et j'ai dit diable, pourquoi je me présenterais aux élections présidentielles? Parce que je dois avouer que je pense que la politique n'est pas en phase avec la réalité du monde d'aujourd'hui et que même parfois j'ai le sentiment que la politique fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle moribond et qu'il y a nécessité aujourd'hui de changer de modèle d'une façon beaucoup plus radicale. Vous voyez? Et voilà. Et alors après plusieurs insomnies, je me présente. Voilà. Et puis je me dis, alors vous savez, il y a le rituel des signatures d'élus. Je me suis dit, si on a 3 signatures de maires en état d'ébriété, on aura gagné. Ça sera déjà pas mal. Voilà. Donc, partout, les gens se mobilisent, aller quêter des signatures un peu partout. Et, miracle, on atteint presque 200 signatures. Sur un programme qui n'est complètement atypique. Le féminin au cœur du changement. Le changement d'éducation. Les utopies. Évidemment, l'agriculture différente. Et on était complètement dans les aspirations que nous avions par rapport à la politique, par rapport à ce que devrait être en quelque sorte la société. Et on s'est dit, avec ça, je ne sais pas où on va aller. Donc on se lance, Hokkaido, voilà, on y va. Et puis finalement, ça a été une aventure absolument magnifique. 40 conférences avec des salles pleines. Et ça s'est transformé en quoi? En forum civique. C'est-à-dire, forum civique, c'est-à-dire donner un espace d'expression à la société civile. Et non pas être dans le scénario, si vous votez pour moi, ça sera gratuit, ça sera le bonheur, mais de dire, mais au fond, la société civile, quelles sont ses aspirations? Voilà. Et ce qu'on a constaté, c'est que la société civile est devenue un laboratoire magnifique d'expérimentation de toutes sortes, d'initiatives. Et là, en partant sur l'idée de forum civique, ça nous a permis, évidemment, d'exprimer, de faire que la société civile s'exprime. Et du coup, ça a été quelque chose qui a eu son utilité par le fait même qu'il a révélé qu'il y a d'un côté la politique telle qu'elle évolue et que de l'autre côté, les aspirations de la société civile. Alors, ça a été une magnifique expérience à ce niveau-là. Alors on me dit, il faut recommencer. Là, j'avoue que je suis un peu dubitatif. Recommencer. Certes, il est possible que si nous reprenons les choses et compte tenu des évolutions depuis 2002, il y a peut-être des chances d'avoir les 500 signatures.
Mais quoi faire de 500 signatures, puisque nous ne sommes pas impliqués politiquement. Donc moi, je ne m'engage à rien du tout, parce que quand il s'agit de décisions aussi importantes et aussi centrales, je n'ai jamais fait sur la volonté volontaire. C'est-à-dire que si je pars sur ma volonté propre, c'est pas bon. Par contre, si je sens l'atmosphère générale d'inspiration, mais à ce moment-là, on refait un forum civique. C'est-à-dire que la campagne électorale reposera sur donner la parole à la société civile avec des forums qui seraient organisés un peu partout sur toute la France, puisque nous faisons évoluer, par exemple, les colibris. Je pense que les gens savent ce que c'est que colibri. Je vais quand même le dire, parce que c'est important de le comprendre. À un moment, on s'interroge sur la société. Difficulté, tout le monde se plaint, etc. Et un jour, je lisais une revue, je ne me rappelle plus laquelle, où il y avait un petit conte, qui disait qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. C'était une légende amérindienne. Un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés, complètement atterrés, impuissants, sauf le petit colibri qui, lui, prend quelques gouttes d'eau, les jette sur le feu, s'active. Le tatou le regarde depuis un moment et dit « Colibri, c'est quand même pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ». Et le colibri qui lui répond « Je le sais, mais je fais ma part ». Et ça m'a paru très, très fort. Voilà, alors depuis, il y a les colibris, et si nous remontons, qui prennent de l'ampleur, et si nous envisageons un forum civique, ce qui est peut-être envisageable, il est possible qu'il soit relativement dense et relativement significatif. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Oui, je crois que on en va arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Rabhi. On va passer aux questions publiques. Tu veux dire quelque chose ? Alors, on va passer aux questions pour le public. On va faire tourner le micro entre vous. Et du coup, comme elle a perdu le micro, c'est moi qui vais donner les consignes. Et on est beaucoup, et j'imagine que tout le monde a très envie de poser des questions. Même nous, on en avait encore plein. Mais du coup, il faudrait faire vraiment des questions courtes et précises. Voilà. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Simplement, vous demandez en Ardèche où vous vous trouvez. Pour la bonne raison, c'est que nous avons fait un petit périple dernièrement et j'ai découvert votre histoire du colibri au travers d'une personne qui m'a dit j'ai une admiration pour Pierre Rabhi et c'est à partir de là que j'ai commencé à vous connaître. Mais j'ai cherché à venir vous voir. Est-ce que vous faites est-ce que vous recevez chez vous? Voilà. Enfin, quand je dis chez vous, c'est dans le village éventuellement, où est-ce qu'on peut vous joindre? Oui, il y a beaucoup de sollicitations, à tel point que ça m'a inspiré de créer une pizzeria, de faire une pizzeria. Voilà. Recevoir à la maison en termes... bien sûr, il y a l'amitié, on est toujours un peu tiraillé parce nous voulons être accueillants, nous voulons être conviviaux, nous voulons tout cela, mais évidemment, on est sous-dimensionné pour ça et c'est très difficile. Par contre, cette question, je vous remercie de cette question, puisque nous sommes dans un engagement, mais qui n'est pas que théorique. Nous avons Terre et Humanisme, organisme de formation avec des programmes internationaux. Nous avons le hameau des Buis, que ma fille a créé, qui est sur le principe des oasis en tout lieu. Une vingtaine d'habitats, une école, un collège, le rapport à la terre, le rapport... Nous avons les Amanins, que nous avons créés dans la Drôme, avec un chef d'entreprise, avec lequel, il serait très long de vous expliquer, mais enfin, il y a eu immédiatement une connivence. J'ai été consultant avec le monastère de Solan, pour certains monastères orthodoxes féminins,
qui ont un domaine de 65 hectares et qui m'ont demandé conseil, et je leur ai dit, ces 65 hectares, vous pouvez les transformer en écosites. Elles sont productrices de vin, vous voyez, de vin, certains disent c'est du vin thérapeutique, vous voyez. Donc elles sont orientées sur une production, et à ce moment-là, ça a amené cette question, pourquoi les religions qui n'arrêtent pas de proclamer que c'est Dieu qui a créé la terre ne s'engagent pas plus fort pour protéger et l'empêcher d'être profané? Voilà, c'est la grande question. Et pourquoi voilà. Donc le monastère de Solan a été en quelque sorte un exemple pour dire, il faut maintenant respecter la vie, respecter la terre et faire tout cela. Nous avons le mouvement Colibri que vous connaissez, donc faire sa part. Mouvement Oasis en tout lieu qui est en train de prendre aussi. Et au mois d'avril, on inaugure un centre au Maroc de formation des paysans. Et nous espérons comme ça développer toutes les structures qui sont au service de ces idées. C'est tout ça pour bien exprimer que nous ne sommes pas que dans des théories générales. Nous sommes vraiment impliqués très fortement dans une problématique aiguë et même douloureuse qui est ce qu'on appelle la faim dans le monde. La faim dans le monde, on ne peut pas considérer qu'il est normal que des êtres humains, des enfants naissent pour rentrer immédiatement en agonie. L'autre fois, j'ai téléphoné à Ziegler, mon ami Jean Ziegler, lui dire mais combien il y a d'enfants qui meurent parce que je n'avais pas d'éléments statistiques. Il me dit mais c'est pas compliqué, c'est toutes les 7 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim. Bon. Est-ce que c'est admissible? Est-ce que c'est admissible pour une conscience collective de l'humanité d'accepter qu'une détresse aille jusqu'à ce point? Voilà. Donc tout cela implique pas seulement des blablabla et des théories et de la géopolitique et de l'analyse de la société, mais jusqu'à quand va-t-on analyser la société? C'est comme si vous aviez un médecin qui passe son temps à vous faire du diagnostic sans jamais rien prescrire. Il faut bien qu'à un moment prescrire quelque chose. Et nous sommes dans cette prescription, c'est-à-dire nous avons évidemment une analyse, mais nous avons aussi une réponse très concrète. Et la réponse agroécologique est la bonne réponse pour lutter contre la faim dans le monde. Donc il est évident qu'on va s'impliquer de plus en plus fort, si Dieu nous prête vie, dans cette action. Oui, je voudrais compléter ce que vous avez dit sur mai 68. Dans le sens que pour moi, mai 68, c'est une remise en cause du sceptre, du goupillon et du sabre. Et c'est un bonheur de la transgression. C'est-à-dire que Charlie Hebdo était le journal de l'époque dans la transgression. C'est vrai que beaucoup de gens disaient ils allaient un peu fort dans le cul, ils dessinaient des bites partout. Bon. Mais il fallait savoir qu'à cette époque-là, c'était très important, qu'il fallait dire des mots aux choses, que l'histoire de mai 68 n'était pas l'histoire de nos jours. Et cette remise en cause, cette transgression était indispensable. Voilà, c'est tout. Et je voulais rajouter un truc sur le bonheur. Je voudrais dire, comme Voltaire, que je veux être heureux parce que c'est bon pour la santé, mais que ce bonheur me rend quand même un peu malheureuse. Parce qu'avec l'histoire du monde, je ne sais pas si on peut être heureux longtemps. Le bonheur, c'est un instant fugace, mais ça ne peut pas être un bonheur, je dirais, béat, parce que le monde actuel et toute la connaissance que nous avons... Oui, il nous faudrait des questions. Mais... Voilà. Excusez-nous, non, mais c'est très intéressant. C'est pas une sûr. question, mais si tout le monde témoigne... J'apporte un complément. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. On passe... Béa, vas-y. Il y avait une question devant. Oui, tout à l'heure, vous avez juste dit que les colibris ne s'engageaient peut-être pas dans la même démarche politique classique à laquelle vous vous êtes affrontés en 2002 et 2012, dans cette démarche politique, politicienne, institutionnelle, où finalement les gens ne sont plus représentés, ne se sentent plus représentés. Et finalement, quand vous nous développez tous ces magnifiques projets et tout ce que vous avez mis en place et en œuvre, on trouve que finalement, ça, c'est de la vraie action, une action qui a une cohérence, une action qui a une logique.
s'il s'inscrit dans une conception saine de la société, est-ce que finalement, c'est ça ma question, c'est pas devenu ça, faire de la politique aujourd'hui, mettre en œuvre vos théories, développer une agriculture raisonnée, raisonnable, qui prend en compte l'humain et qui régénère son milieu de vie? Est-ce qu'on ne doit pas redéfinir la politique? Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que la politique ne doit pas être confinée dans un dogme particulier qu'il a établi jusqu'à maintenant. C'est pour ça que la tentative, si vous voulez, d'un forum civique, c'est de nous faire sortir de la marginalité pour aller au cœur de la problématique du monde d'aujourd'hui. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la société civile, de par ses initiatives, fait de la politique. Elle fait de la politique, mais évidemment pas la politique partisane. Elle fait une vraie politique. Et d'ailleurs, je conseille aux gens, par exemple, dans notre schéma, évidemment, de transmission de ce que nous avons à transmettre, je dis faire son jardin, c'est un acte politique. Pourquoi c'est un acte politique? Parce que la reconquête de l'autonomie fait partie, en quelque sorte, des stratégies qu'il faut mettre en place aujourd'hui, puisqu'il y a des systèmes qui confisque à l'ensemble du genre humain la capacité de sa survie par lui-même. Et tout le mécanisme aujourd'hui, c'est comment confisquer aux humains la capacité de survie. Vous savez qu'il y a à peu près 60% de semences ont disparu depuis quelques années, qui ont été constituées depuis 10 à 12 000 ans. C'est-à-dire, ça, c'est le cas typique de la confiscation graduelle et sournoise de la capacité des humains à ensemencer par eux-mêmes, à reproduire par eux-mêmes, pour laisser l'espace du profit à des firmes internationales qui, à mon avis, sont vraiment dans une tragédie, et je dirais même de quelque chose qui est extrêmement grave contre l'humanité. Moi, je pense que c'est vraiment une démarche qui est une démarche... il faut veiller à ne pas la laisser aller jusqu'au bout, parce que c'est vraiment une tragédie qui est en train de s'installer. Donc la liberté, faire son jardin, sauvegarder les semences. Nous avons d'ailleurs aussi mis en route un mouvement qu'on appelle les femmes semencières, c'est-à-dire au plan international, récolter les semences de façon à ne pas les laisser périr, disparaître, remplacées par les chimères OGM, etc. Et là, il y a vraiment un attentat contre le genre humain. Peut-être des questions là-haut. Une dernière question. Monsieur Rabi, bonjour. Je voulais vous poser une question. Vous qui êtes né musulman, qui avez reçu une éducation chrétienne, aujourd'hui on parle beaucoup de religion, de laïcité. J'aimerais savoir, pour vous, pour rester sur le thème de la conférence, qu'est-ce qui contribue plus au bonheur de l'humain et de la société? La laïcité ou le religieux? C'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre, parce qu'en fait, pour être honnête, j'ai été effectivement musulman, j'ai été chrétien, j'ai éprouvé les contradictions qu'il y a entre les musulmans et les chrétiens, comme d'ailleurs beaucoup de religions qui sont dans des dualités de principes, de préceptes et de compréhension, puisque les religions sont malheureusement l'une des sources, l'une des prétextes à grande violence, à immense violence. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Même dans les religions, les chiites, les sunnites, tout le monde se bagarre de tous les côtés, comme il y a eu d'ailleurs des chrétiens qui se sont opposés entre protestants, catholiques, etc. Et partout, ça n'est pas générateur forcément d'une unité de l'humanité. Donc personnellement, je ne m'inscris dans aucune religion, mais ce n'est pas pour autant que je suis tombé dans l'athéisme. Chacun est libre. Celui qui veut être athée, il est athée. Moi, je n'ai pas de leçon à donner, ni de leçon de morale, ni de recommandation de quoi que ce soit. Moi, il m'est difficile, étant en rapport avec la vie, de voir les miracles de la vie, de penser que c'est simplement des mécanismes anodins. Il y a comme une intelligence derrière les choses, malgré tout. Sinon, comment s'organiserait-il ces choses? Et chacun de nous
bon, j'ai pris tout à l'heure un thé avec quelques biscuits, il se digère tout seul, j'ai pas besoin il n'y a pas un bouton digestion, la vie est là. L'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu me faire une enquête sur l'eau. Je lui dis, mais une dame, je lui dis, mais madame, vous êtes de l'eau et je suis de l'eau. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes de la flotte aussi. Nous ne sommes pas que... Voilà. Donc il y a cette élévation, en quelque sorte, de la conscience, c'est de prendre conscience de l'inconscience, de façon à aboutir à quelque chose qui est de la cohérence. Alors, je ne suis pas inscrit dans aucune religion, mais il m'est très difficile personnellement de penser qu'il n'y a pas une intelligence fondamentale qui est la vraie intelligence, parce qu'on a confondu intelligence et aptitude. L'humanité a beaucoup d'aptitudes, mais la combinatoire de toutes ces aptitudes ne donne pas un système intelligent. Je ne vois pas comment les extraterrestres pourraient nous donner la médaille de l'intelligence. Je ne vois pas. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui n'arrêtent pas de s'être égorgés, de détruire la vie qui leur assure tout le bonheur possible et imaginable. Donc, ne confondons pas aptitude et intelligence. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment personnel profond qu'une intelligence omniprésente, universelle, et préside à tout cela. Voilà. Mais je ne suis pas en train de vous... Je ne vais pas dire Amen ici. Donc je ne suis pas en train de vous endoctriner, je vous dis simplement, voilà où j'en suis par rapport aux faits religieux. C'est plus spirituel que religieux. Voilà. Voilà. On a le temps pour d'autres questions. Bonsoir, oui. Bonsoir, Monsieur Rabhi. Merci d'être ici. Vous avez évoqué tout à l'heure la joie. Et vous aviez dit que vous en reparleriez, que ce n'était pas pareil, je pense, que le bonheur. Oui, oui. Disons que dans ma conception, le plaisir, on a les moyens, on s'offre du plaisir. J'ai rien contre. Je ne suis pas en train de dire. Il y a le bonheur. Il est d'un échelon particulier, et comme je me suis expliqué au début, le bonheur, vous prenez des catégories humaines avec leur culture, leur façon de concevoir la vie, ils ne vont pas vous dire tous que le bonheur est universel dans cette catégorie-là. Ce qui fait la joie des uns fait au contraire le contraire de la joie des autres, et la joie, elle, est quelque chose que je considère à tort ou à raison comme transcendant tout ça. Comme un état que l'on ressent, qui n'est relié à rien. Dans une légèreté extraordinaire, on sent son cœur léger, on se sent dans ce bonheur sans objet finalement, mais qui est le bien suprême pour moi. Mais la joie, elle est d'une essence tellement transcendante, que ce n'est pas quelque chose que l'on peut acquérir même avec des milliards. Aucun milliardaire ne peut se payer la joie. On peut se payer le plaisir, les machins, le yacht, le machin, l'avion privé, tout ce qu'on voudra. Et Dieu sait qu'on connaît beaucoup de gens qui sont dans cette situation d'un avoir puissant et qui même se suicident. Je veux dire, ça n'a pas de rapport avec ça. Voilà, je pense que la joie est totalement quelque chose qui relève de l'indicible. L'indicible, c'est ce sur quoi on ne peut rien dire. Et moi, je n'ai rien à dire de cela. Je sais que quand on est visité par cet état-là et qu'on est dans cet état-là, c'est l'état suprême. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, une dernière question, peut-être devant. C'est la dernière. Le monsieur en blanc au 4e, si on peut lui apporter un micro, ou alors je me lève. Bonsoir, Monsieur Rabhi. Merci pour votre venue. J'avais une question un petit peu pratique. J'ai vu récemment dans les médias, il y a quelques mois en arrière, un agriculteur dans la région de Lyon, dans la région Rhône-Alpes, qui s'est fait couper son champ par une autoroute, par arrêté préfectoral, je ne me rappelle plus son nom. Et je me demandais en fait,
si j'étais dans la peau de Pierre Rabhi, et que je n'y suis pas, mais que j'avais choisi un terrain par rapport à la beauté, et que demain, la violence légitime qui appartient à l'État m'imposait de perdre cette beauté-là, comment est-ce que je réagirais? Donc la question est la suivante, c'est comment réagir à la violence légitime qui s'inscrit dans l'accélération du temps dont vous avez parlé, sans tomber soi-même dans la violence pour y répondre. C'est-à-dire qu'il faut définir qu'est-ce que la violence aussi. Parce qu'on parle beaucoup de choses. La violence, elle n'est pas seulement quand on assassine les gens, quand on fait ça. La violence, elle est omniprésente partout. Partout, partout. Et elle a une multitude d'expressions. Moi, je considère par exemple que la mondialisation, c'est une guerre et c'est une violence généralisée. C'est-à-dire c'est l'ensemble de la planète qui est soumis à une violence qui est de l'ordre de la survie de tous, et la survie de tous est atteinte par cette violence. Bien sûr, insulter quelqu'un, c'est de la violence. Bien sûr, on peut exercer de la violence à l'égard des enfants, le masculin contre le féminin. Alors, il y a aussi des violences qui sont légitimées. Vous savez qu'il y a des violences qu'on met disons, qu'on esthétise. On esthétise. Vous voyez, si on a des faits d'armes très, très violents et qu'on a détruit, on esthétise en quelque sorte la violence en disant c'est de l'héroïsme, c'est des choses comme ça. Voilà. Est-ce que on m'a fait beaucoup admirer Bonaparte, mais quand j'ai réfléchi à Bonaparte, je me suis dit quand même il était très violent. Et pourtant, on l'admire, on le met. Alors, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. D'ailleurs, nous avons décidé, nous, cette année, en 2015, de faire une espèce de colloque. C'est qu'est-ce que la violence? Et déterminer, et on verra très rapidement que la violence, elle est multiforme. Et que tant qu'on ne l'a pas débusquée, tant qu'on ne l'a pas définie d'une façon claire, on ne saura pas qu'elle s'exerce partout. On est très sensible, évidemment, et je le comprends, à la violence spectaculaire. Mais la violence est permanente, absolument permanente. Pour moi, elle est permanente. C'est tout ce que je peux vous dire. Et qu'il faut réfléchir, qu'est-ce que la violence? Je peux aller manifester contre les multinationales, etc., et rentrer chez moi et pourrir la vie de tous ceux qui vivent autour de moi. C'est pas incompatible. Donc il faut être très vigilant sur ce qu'on entend par la violence. Et là, vous m'entraînez dans un terrain un peu miné, parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité sur des thèmes comme cela, puisque les conceptions sont multiples, et que ça réveille beaucoup de passions et d'émotions. Je me suis abstenu, les derniers événements, de m'impliquer dans quoi que ce soit, parce que je ne sentais pas qu'il était possible de poser les choses d'une façon, disons, claire et apaisée. Voilà, c'est pour ça que je pense que nous allons organiser un colloque sur la violence et on s'apercevra que la violence contre la nature. Est-ce que éliminer les éléphants, ce n'est pas de la violence? Est-ce qu'elle est multiforme? Et c'est pour ça que je pense qu'il serait temps quand même. Et le catalogue de la violence serait illimité. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. J'essaye de ne pas être violent. Voilà, j'essaye. Et pour autant, c'est pas pour autant que je réussis. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Et du coup, on va clôturer. Voilà. Merci. Malgré les applaudissements, on a clôturé un cycle sur le bonheur par la violence, mais c'était quand même plus ou moins joyeux. Voilà, je voulais remercier au nom de tous mes camarades, d'abord Pierre Rabhi, de nous avoir permis de lui poser toutes ces questions, de le mettre à la torture, comme il a dit.
Remercier toute l'équipe du Mucem, évidemment, Agnès qui nous a aidé à préparer cet entretien, Fabienne, Floriane qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet, et évidemment l'IEP, notre cher professeur qui nous a aussi... Oh bah si, on peut rajouter, c'est bien. J'ai un micro, je peux faire. Voilà. Donc merci à tout le monde d'être venus si nombreux. Et...